Guy Dana est psychanalyste, il est membre du cercle freudien et il en a été président pendant 3 ans, parce que 3 ans c'est la durée officielle du mandat, donc de 97 à 2000. Et tu es psychiatre. Tu es psychiatre, chef de service d'un secteur de psychiatrie à Longjumeau. Et ça, depuis plus de 20 ans. Mais hélas, oui. Ah oui, et pour notre chance aussi. Et ça nous intéresse beaucoup puisque c'est en tant que psychanalyste, c'est de ta place de psychanalyste en prise directe avec le champ de la folie que tu as pensé, inventé, théorisé un dispositif, j'ai envie de dire un dispositif signifiant, on verra pourquoi, au niveau du secteur. Alors, en tant que psychanalyste, ça ne veut pas dire uniquement, comme c'est souvent le cas du côté de la psychothérapie institutionnelle, c'est pas seulement non plus du côté de l'écoute des signifiants de chacun, c'est tout ça, bien évidemment, mais c'est bien plus encore, comme on va le voir. Et c'est ce dont tu témoignes dans ton livre, que beaucoup d'entre vous ont déjà lu, Quelle politique pour la folie. Alors je sais que tu m'as dit que ce soir tu allais élargir ton propos, mais moi j'ai envie de m'attarder un petit peu quand même sur ton livre, pour le présenter à ceux qui ne l'ont pas lu. Parce que ce que tu avances me paraît très important. Et, alors d'autant plus que bon, de nos jours, un livre qui est sorti il y a 3 ans, c'est déjà un livre ancien, ce que Lacan parlait de la poubellication. Et pourtant, c'est un livre on ne peut plus actuel. Alors, quelle politique pour la folie? D'abord, on peut entendre politique au sens le plus basique, d'une orientation politique et de ce qu'elle implique au niveau du lien social. Mais tu vas au-delà. Tu vas au-delà en analysant en quoi ce qui caractérise la psychose caractérise aussi notre modernité. Et tu écris l'idée tenace de ce livre, tenace, et de mettre en perspective la modernité actuelle, sa rhétorique gestionnaire, uniforme et sécuritaire, avec les rouages de la psychose, et de constater les effets similaires de restriction et de saturation de l'espace. Et tu as réussi, j'ai envie de dire, l'exploit de contourner cette autre folie, qui est la folie gestionnaire, qui sévit dans les institutions et qui sature la pensée, pour mener ton travail en inventant un dispositif dans le cadre du secteur. Bon, tu es engagé aussi dans le collectif des 39, qui milite pour une éthique de l'hospitalité en psychiatrie, ce qu'on pouvait appeler autrefois une conception humaniste de la psychiatrie. Et là, donc, tu es engagé dans ce collectif, pas seulement en parole, mais bien sûr aussi en acte, en clinique, sur les lieux mêmes de la folie. Une politique d'hospitalité pour la folie, c'est, dis-tu, l'accueil de l'hôte inattendu. Et s'il y a une dimension politique à ton propos, c'est précisément parce que la modernité rejette l'hôte inattendu. Tout doit être lisse, transparent, prévisible et prévu, rien ne doit échapper. Il faut tout baliser, tout sécuriser. Et le fil qui parcourt ton livre met en relation la problématique des psychoses et la problématique de la modernité. Tous les deux ont horreur du vide, de l'hétérogène, de l'inadéquation, de l'incomplétude. Il ne faut pas de vide, il ne faut pas de vide, donc il n'y a plus de vide pour penser, pas de place pour l'inattendu. Et on voit là dans les institutions aujourd'hui comment tout est mis en place pour interdire de penser la dimension humaine de la folie. Tu dis, il y a du totalitaire dans la psychose, comme il y a du totalitaire dans la modernité.
Alors, comment entamer, trouer cette compacité de la modernité et de la psychose qui conduit à des interdits de pensée? Comment, quand on est psychanalyste, penser l'espace sectoriel, les lieux du secteur, leur articulation, leur traversée, pour qu'un travail psychique se mette en place et produise des effets de subjectivation? Et ça, c'est l'objet de ton livre. Et tu écris « Les lieux font office de signifiants et sont susceptibles de faire naître du sujet ». Parce que dans le champ de la psychose, la traversée n'est plus celle du langage, le langage qui ordonne le réel, comme dans la névrose, mais tu fais le pari d'un travail de symbolisation possible à partir des lieux, de l'espace et des frontières. Je te cite, le pari de l'introjection d'une grammaire où vide et plein se succèdent à la faveur d'une traversée. Alors tu décides de rompre avec la massivité du système pour jouer sur la multiplicité des lieux. Une matrice à plusieurs lieux avec un travail sur la frontière, là où dans la psychose il y a de l'indivision. C'est ce que tu théorises dans ton livre. Un livre qui se décline en deux parties, voire deux partitions, puisque chacune est introduite par une citation de Mozart. Ce qui laisse entendre la part faite à la création et à la musique de l'inconscient. La première partie s'appelle « Le suspense de Freud » et tu mets en exergue le plus nécessaire, le plus difficile dans la musique, c'est le tempo, Mozart. Deuxième partie, quelle politique pour la folie? Tu mets en exergue, tout est composé, mais pas encore écrit. Toujours Mozart. Ailleurs, d'ailleurs, dans ton livre, tu dis, il y a ce qui a déjà été inscrit et ce qui est à écrire. Alors la musique et la folie, des références à Mozart, la musique, la composition, le tempo. Je trouve qu'il y a là une belle métaphore de ce qui borde le réel, ce qu'il borde pour nous protéger de ces ravages, pour nous protéger des ravages du réel, et tout en nous permettant d'en vivre de ce réel. Voilà, donc nous avons notre écriture à nous à inventer. C'est comme ça que moi j'entends les deux partitions de ton ouvrage. Une petite musique de nuit, comme celle qui nous habite déjà depuis la nuit des temps, du déjà inscrit, et une musique de jour, et c'est celle qui reste à composer pour chacun de nous, pour nous et dans notre clinique et dans les institutions. Bravo. Oui, bravo, parce que c'est une belle lecture que tu as faite, vraiment. Mais je ne vais pas parler du livre. Voilà, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de ce que je comprends pour ma part de la guérison analytique, de la fin de l'analyse, si vous voulez, et puis de ce qu'est l'analyse, en fait, en tant que telle, qui est quand même une innovation radicale née donc fin 19e. Commençons par dire quelque chose que Ferenczi avait exprimé. Ouais, celui-là. Ferenczi avait écrit un article, c'est dans le tome 3, qui s'intitule « Science qui dort et science qui éveille ». Et cet article a été écrit en réponse à l'écrivain hongrois Karinti, qui, après avoir soutenu l'analyse, stigmatisait au contraire la psychanalyse en la classant du côté des sciences qui endorment. Et cet écrivain faisait alors l'apologie de l'harmonie, de la paix et du bonheur. Ferenczi lui répond que la psychanalyse, au contraire, est une science qui éveille, car elle ne cède jamais sur la vérité singulière. Tout effort de bonheur, dit encore Ferenczi, est inutile.
et ne peut tout au plus que susciter une illusion passagère. Il n'y a pas, selon Ferenczi, de formule standard qui pourrait assurer le bonheur pour tous, et il me semble, d'une façon plus générale, que la logique analytique, évidemment chez Freud, mais aussi peut-être surtout chez Lacan, est de se situer du côté de la lettre et non pas du côté de l'esprit, et que l'éveil propre au travail analytique est bien plus important que le bonheur, et c'est, me semble-t-il, à verser au registre de ce qu'on appelle le désir de l'analyste. En définitive, il me semble que ce que Freud a inventé, et il le dit d'ailleurs, c'est que pour lui l'analyse, ça lève les interdits de pensée. Et ça me semble en effet une très bonne définition de ce qu'est notre travail. Évidemment, ça nous amène à réfléchir à ce à quoi s'intéresse l'analyse et sur ce sur quoi elle bute, ce qui résiste. Et on retrouvera une question que notre colloque avait posée il y a peu de temps sur l'incurable, ce à quoi, il me semble, la dernière partie de l'enseignement de Lacan s'est intéressée essentiellement, c'est-à-dire à la jouissance réfractaire et surtout à un réel qui est un réel qui reçoit une autre définition. Il s'est radicalement séparé des deux autres instances, elles-mêmes devenues autonomes, symboliques et imaginaires. Eh bien, comment faire avec? Et c'est pourquoi, en effet, le livre a quand même son importance au sens où, pour ma part, pour penser les questions liées au réel, je suis passé par la psychose. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous mène pas directement aux névroses. C'est ce que je crois, au contraire. Mais il faut passer par les psychoses. Comment faire avec un réel qui, donc, ne peut pas être appréhendé, comme c'était précédemment le cas, dans la première partie de l'enseignement de Lacan, et qui, c'est aussi le cas chez Freud, bien sûr, avec un réel qui ne peut pas être appréhendé par du sens. Autrement dit, que la vérité est une chose, le réel une autre. Car c'est vrai que l'analyse ne peut pas fonctionner autrement qu'en se calant sur un effet de vérité. Mais le réel, c'est autre chose. Afin de développer un peu plus et de comprendre ce dont il s'agit, je voudrais vous faire part d'un événement plus personnel qui fut décisif à plus d'un titre, sans qu'évidemment ce soit généralisable. Lorsque ma sœur est décédée, j'ai arrêté mon analyse. Et je ne suis pas sûr encore aujourd'hui de savoir pourquoi. Il n'y a pas d'interprétation qui tienne. Peut-être y a-t-il eu ce que Lacan, le reprenant d'Héraclite, nomme un éclair. Héraclite dit la chose suivante: car toutes les choses présentes, l'éclair les gouverne en les conduisant à la présence. Bon, Héraclite, c'est toujours des phrases qui ont leur part d'énigme, mais qui sont ce mélange de poésie et de vérité. Et en effet, la question de l'éclair est quelque chose qui touche au réel. Je reste donc dans le fil de cet éclair que soudain nous ressentons comme non inscrit dans l'ordre des choses. Je pense que j'ai arrêté mon analyse, que j'ai repris d'ailleurs un an environ après, parce que j'avais été touché au-delà du deuil. J'étais affecté par un événement qui n'était pas en effet dans l'ordre des choses. Et je ne pouvais pas approcher cet événement dans l'ordre sémantique. Ce n'est pas l'explication qui m'a fait bouger, il n'y en a aucune. Et ce qui me semble à l'œuvre, c'est un réel qui ne se relie à rien. Le vrai réel, dira Lacan, dans le séminaire sur le symptôme, implique l'absence de loi. Le réel n'a pas d'ordre. Ici peut-être le réel de la mort, mais dès lors qu'il agit en vous, quelque chose est atteint et il vaudrait mieux chercher du côté, je crois que c'est ce que je vais vous proposer, il vaudrait mieux chercher du côté de la notion de perspective
et pas du côté du sens. Pourtant, cet éclair qui vous fait basculer se referme aussitôt. Ça rappelle l'instant de comprendre. Je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le deuil. Soudain, vous vous affrontez à ce réel et tout aussitôt, vous avez besoin, on devrait le souligner, de continuer à rêver. Lorsque le réel fait irruption, c'est fugace mais intense. Et rien ne peut l'enchasser, ne peut le contenir. Il est disjoint du symbolique, qui ne peut le conquérir, et le couple réel-symbolique doit trouver un autre régime de fonctionnement. Eh bien, telle est, me semble-t-il, une approche du symptôme. Il faut trouver comment faire tenir ensemble réel, symbolique et imaginaire, alors qu'ils sont disjoints, qu'ils ne sont plus dialectisés, et que dès lors que nous cherchons à mettre du sens, cela devient une fiction. Je rejoins ici le travail d'une universitaire de Rennes, Karolina Koretsky. Ceci est tout aussi vrai, contrairement à ce que je viens de vous décrire, lorsque le réel n'est pas de l'ordre de l'événement, lorsqu'il agit sur la longue durée et qu'il représente des restes de jouissance, la malignité des pulsions, où le travail consiste davantage à trouver une issue avec l'incurable que de chercher encore du sens. Et je répète que pour ma part, l'expérience des psychoses aura été décisive pour rapprocher ces problèmes qui peuvent ensuite être translatés sur la direction des cures pour les névroses. Je pense au masochisme, au surmoi féroce, aux appétences en tout genre. Mais notez cette petite phrase qui en dit long sur la question de l'incurable. Lacan dit dans le séminaire 22 « Chacun sait que l'analyse a de bons effets qui ne durent qu'un temps. Il n'empêche que c'est un répit et que c'est mieux que de ne rien faire. Mais ces effets thérapeutiques, c'est moi qui rajoute, sont aussi imputables au fait que l'analyse ne peut pas être réservée ou résumée à des effets thérapeutiques, mais qu'il faut inclure au titre de l'analyse ses intentions de recherche, de vérité, au-delà de la stricte intention thérapeutique. Là où le témoignage précisément d'un réel qui ne peut s'apprivoiser, mais qui pourtant vous fait travailler, y compris hors transfert, se manifeste. Nietzsche a eu une phrase éloquente de ce point de vue-là. Il pensait sans doute à autre chose, mais enfin Nietzsche est quand même très proche de la pensée analytique. Il dit la chose suivante. La force d'un esprit se mesurerait à la dose de vérité qu'il serait capable de supporter, ou au degré où il lui serait nécessaire de la diluer, de la dissimuler, de l'édulcorer, de l'estomper, voire de la fausser. Voilà. C'est pour vous situer globalement comment je situe les choses aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, en effet, c'est ce réel qui ne peut plus être appréhendé par le sens. Maintenant, je vous propose, parce que malgré tout, qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre travail? Et dans quelle direction allons-nous? Parce que la psychanalyse guérit quand même plein de choses, même si, en définitive, elle tombe sur des résistances bien difficiles à résoudre. Néanmoins, elle guérit plein de choses. Et donc, je vais égrener 4 ou 5 directions dans lesquelles on peut être sûr que l'analyse fait bouger des choses. Alors, commençons par une équivoque. L'équivoque est une des façons de faire bouger les choses, surtout en situation analytique. Prenez par exemple une expression bien courante que vous écrivez et vous dites
En conclusion, bien à vous, un tel. Bien à vous. Qui signifie que l'on souhaite du bien à la personne à qui on écrit. Mais on peut remarquer comme signification sous-jacente, surtout si c'est une femme qui écrit à un homme ou un homme qui écrit à une femme, l'affirmation que la personne qui est écrit est aussi comme appartenante, bien à vous. C'est-à-dire en effet bien à l'autre, bien appartenante à cette personne qui reçoit le courrier, et il suffirait de souligner ce deuxième sens pour rompre le sens commun. Or, dans la situation analytique, je le répète, l'effet de tout équivoque est décuplé. C'est ainsi que nous pouvons être délogés du sens premier et être en quelque sorte surpris que du sujet en nous ait pu s'exprimer comme à l'insu de l'auteur, et que nous sommes pourtant. Cette nouvelle place indique qu'une autre perspective est possible, fait naître la perspective en tant que telle, laquelle naît de l'insu et par extension fait naître d'autres postures possibles. Et j'insiste, précisément avec le réel. Il y a de la méprise et nous ne sommes plus dans la conception de l'inconscient qui serait comme un réservoir, un savoir, ou pour reprendre la terminologie lacanienne, un signifiant S1 attend le signifiant S2 et que de cet enchaînement décante un savoir. Ça c'est magnifique, mais c'est la conception de l'analyse des années 50, qui évidemment est toujours valable. Voilà ce que dit Lacan. Tels sont les hermétismes que notre exégèse résout, les équivoques que notre invocation dissout, les artifices que notre dialectique absout, dans une délivrance de sens emprisonné qui va de la révélation du palimpseste au moi donné du mystère et au pardon de la parole, du grand Lacan. Fonction et champ de la parole, évidemment. Il y a aussi une façon de dire les choses chez Lacan qui est tout à fait... c'est un usage du français rare. Dans la théorie qui est donc celle de Lacan en 1953, l'inconscient est interprétable et évidemment il est structuré comme un langage. Toutefois, l'usage de l'équivoque doit produire un effet autre que celui de se satisfaire du sens ou de sa logique, y compris la logique de la cause. Il y a là un inattendu de la position du sujet qui doit faire réfléchir à l'ordre dans lequel on se tient. Cet inattendu dans la surprise qu'il produit se situe davantage du côté de la contingence, du hasard, que du côté du sens et de l'explication. Il y a au fond une propédeutique de la nouvelle approche du réel par l'équivoque. Et en effet, l'analyse aboutit à quoi? Peut-être justement à supporter la contingence. Non seulement à la supporter, mais en un sens à lui faire accueil. Mais entre le premier Lacan, qui déjà parle de l'équivoque, et celui du symptôme, des derniers séminaires, il y a quelque chose qu'il faut détailler et qui procède d'une autre logique, et, je le répète, d'un autre abord du réel. Il n'est plus la cible du symbolique, il est partenaire. Encore quelque chose dont il faut se défier. Il faudrait, dit Lacan, éteindre la notion de beau. Nous n'avons rien à dire de beau. C'est une autre résonance qu'il s'agit de fonder sur le mot d'esprit. Un mot d'esprit n'est pas beau. Il ne se tient que d'une équivoque, ou comme le dit Freud, d'une économie. C'est le 17 mai 1977, dans l'insuccès de l'Indébut. Séminaire tardif, donc. Avant d'emprunter la route d'une autre approche du réel que, pour ma part, j'ai pu élaborer, comme je vous le disais, à partir des psychoses, intéressons-nous au champ des névroses. Je vais vous détailler 4 ou 5 directions de travail qui chacune vont vers une guérison. Pourtant, la plus importante de ces directions tient à la méthode analytique elle-même et à la façon dont l'analyste conduit les choses. Comment il transmet à ses patients le génie analytique
sans qu'il soit nécessaire d'expliquer quoi que ce soit. Il s'agit de ce que pour ma part je nomme le geste de l'analyste en relation avec le setting analytique, et en particulier cette chose tout à fait inouïe, la règle fondamentale. On pourrait ainsi soutenir en matière de guérison qu'il y a au fil du temps une introjection de la méthode, ou plus précisément de ce qu'elle induit. L'analyse ouvre les sens à partir d'une traversée. C'est une traversée autant du transfert que du langage, du génie du langage et du savoir qui s'en déduit à partir de cette situation particulière du transfert analytique. À la faveur de cette traversée se dessine une réduction, une essentialisation et l'advenue d'un vide très opérant, caractéristique de l'analyse, et qui, dans le meilleur des cas, pousse à la création. Je vais commenter ce vide, vous dire d'où il provient, parce qu'il ouvre, encore une fois, une réflexion sur la contingence. Et nous interrogerons l'analyse dans ses effets, car la guérison analytique peut se concevoir à partir d'une sommation de ses effets. Eh bien, la première direction dans l'idée d'une guérison, c'est de se déprendre d'une fidélité inconsidérée. Prenons donc les choses pas à pas. Ce qu'en premier lieu on peut attendre d'une analyse, c'est en effet de se déprendre d'une fidélité inconsidérée, c'est-à-dire de subvertir les signifiants liés à l'autre, auxquels bien sûr il y a une sorte d'attachement depuis toujours. Et d'ailleurs il n'est pas dit qu'on puisse radicalement s'en séparer, mais il faut les mettre en question. Inconsidéré veut dire que cette fidélité n'avait pas été interrogée jusqu'alors, et il faut donc à certains égards se trahir pour éprouver cette liberté particulière à l'analyse qui est sans commune mesure et qui est d'abord une liberté de penser. A l'inverse, le névrosé, c'est l'étourdi, l'oublieux, celui qui n'écoute pas, toujours ailleurs dans ses pensées, captif de l'imaginaire. Mais on peut attendre de l'analyse une réduction de l'imaginaire et de tout ce qui est faussement totalisant. Et pourtant, là encore, il y a une limite. Car totalisant, c'est le fait que, dans son travail terminal, Lacan dira que finalement on ne peut jamais se déprendre de l'imaginaire ou du rêve. Même éveillé, voilà, même apparemment éveillé, nous rêvons. Mais c'est là l'éclair, c'est là qu'il y a des saisies, parfois rares, mais néanmoins des saisies où on se dit, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Mais diable, comment l'analyse va-t-elle faire en sorte que cette déprise de là où on continue à rêver advienne? C'est tout le problème. La liberté donc de penser y gagne par là aussi, je dis, à partir du moment où on a déjoué le faussement totalisant. Et de même, lorsque la question bien classique du phallus, pierre d'angle classique de la clinique analytique, vient se conjuguer avec le verbe être et rejoint avec le verbe avoir une nouvelle déclinaison du conflit psychique, il y a certainement la conquête d'un nouvel espace et un changement de paradigme. Essentialiser va dans ce sens. Alors, remettre en question la fidélité à certains signifiants, réduire l'imaginaire, éprouver ce passage entre être et avoir, sont parmi les étapes les plus importantes de l'analyse et procèdent d'un dialogue intime avec l'autre que la technique analytique fait éprouver. C'est une première approche de l'expérience. La deuxième direction de travail, je l'ai mis sous le chapeau, approcher de la contingence. Écoutez cette phrase qui, quand même, est très intéressante après coup, je l'avais citée dans mon bouquin. Mieux il sera analysé, plus il sera possible qu'il soit franchement amoureux ou franchement en état d'aversion, de répulsion,
sur les modes les plus élémentaires des rapports des corps entre eux par rapport à son partenaire. Cette remarque de Lacan illustre parfaitement, me semble-t-il, le mouvement de l'analyse vers la contingence, envers laquelle l'analyste n'a pas de prise directe, mais c'est quand même la direction qu'il soutient. Le qualificatif franchement amoureux, porte un ici et maintenant pleinement assumé, un engagement éloigné autant que possible des tergiversations de la névrose et qui renvoie, comme à une sorte de vertige rétroactif, à l'idée que, in fine, l'autre n'existe pas. Puisque l'autre, quand il existait, c'est la névrose de transfert, dont Freud dit qu'elle est évidemment le passage obligé de toute cure. Bon. Mais lorsque, par un vertige rétroactif, on se rend compte que tout ça, les diables, c'était quoi? C'était une production de l'autre, de ses pensées. Et finalement, là, il y a l'idée d'un réel, en quelque sorte, quand on se rend compte que l'autre n'existe pas. On va dire ça n'arrive jamais. Mais si, ça arrive quand même. Et ça rappelle d'ailleurs la phrase de Lénine sur un jour, il n'y aura plus besoin d'État. Marx n'était pas aussi catégorique. Et que l'État socialiste se passera d'État, comme on pourrait se passer d'autres. Ben oui, puisque le transfert est la mise en acte de l'inconscient. Donc évidemment, si ça chute, ben, l'autre, encore une fois de façon rétroactive, n'existe pas. Et c'est dans ces moments décisifs, et je dirais où il y a du décidable, que le franchement amoureux permet d'être éprouvé au sens où l'obstacle ne vient plus de l'autre. Troisième direction de travail. Plus fort que le symptôme. Évidemment, cela suppose dans la direction de la cure d'être plus fort que le symptôme. Mais plus fort que le symptôme veut dire que l'analyste ne le vise pas en propre. Plus fort veut dire ne pas répondre dans l'adéquation, décentrer de telle sorte, comme le dit Freud, que la guérison s'obtienne comme un bénéfice annexe. Ici, nous sommes comptables de la méthode. L'analyse ne travaille jamais frontalement avec les symptômes. Et son attention, à certains égards, les dépasse. Ce que dit Freud, c'est la chose suivante. La tâche de l'analyse n'est pas de rendre impossible les réactions morbides. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il y aura encore des réactions morbides. On n'a jamais prétendu à une guérison pleine et entière. Ce n'est pas le problème. Mais d'offrir au moi du malade la liberté de se décider pour ceci ou pour cela. C'est une note de bas de page dans le moi et le ça. Encore une fois, on n'est pas dans l'idée de l'esprit. L'esprit est-tu là? La guérison, c'est du côté de l'esprit. On est du côté d'offrir la liberté de décider. L'analyste éclaire la guérison. L'analysant s'empare de cet éclairage pour guérir. Mais c'est pas un psychothérapeute, l'analyste. Il éclaire la guérison. Il ne dit pas ce que c'est. Le geste de l'analyste vise le décidable. Un espace conquis en l'autre en est la condition préalable à toute décision. Là encore, la recherche d'une liberté de pensée procède de la méthode. Et Lacan, qui voisine avec l'esprit de Freud, le but de l'analyse ne consiste pas à ce qu'on soit libéré de ses symptômes. L'analyse consiste à ce qu'on sache pourquoi on est empêtré. C'est pas pareil. Qu'on sache pourquoi on est empêtré. Et d'ailleurs, le mot empêtré évoque ce que Freud écrivait à Lou Andrea Salomé dans une lettre en 1915. Souvent, je cite cette phrase parce que je la trouve décisive. Alors voilà ce que Freud écrit. Ce qui m'intéresse, c'est la séparation et l'organisation de ce qui autrement se perdrait dans une bouillie originaire. Mais le problème de la bouillie originaire que Lacan va qualifier de la langue, c'est que Freud semble se méfier de la bouillie originaire, alors que Lacan
va en faire quelque chose. Il ne craint pas de s'y affronter, en quelque sorte. Et c'est aussi parce que l'inconscient, deuxième manière, celle du terminal de Lacan, procède précisément de l'intrusion de la langue et non plus de l'inconscient, du conscient-inconscient avec le sens qui fait la passerelle. Là, il s'agit d'un inconscient réel, comme dit très justement Colette Solaire. Ici se fait entendre une intention de clarification, de simplification, essentialisée, gagnée sur le chaos, sur la confusion, gagnée en espace de pensée, faire valoir le sthabitat dont Lacan parle, et cet habitat, c'est le langage. L'analyse aboutit à considérer le déplacement comme facteur de guérison, et en effet, face à ce travail d'essentialisation, le symptôme est d'une certaine façon poussé à se déplacer, à se mettre en quête d'une habitation malgré la privation de toute résidence. Belle phrase du philosophe Shmuel Trigano. À se mettre en quête d'une habitation malgré la privation de toute résidence, c'est la position analytique. Et quand on arrive à ça, on peut considérer que c'est une guérison. À terme, c'est la jouissance qui s'y rattache et qui se trouve, et là je partage... On arrive à quoi ? Quand on arrive à cette idée que le symptôme, en quelque sorte, est privé de résidence et qu'il cherche quand même une habitation, c'est-à-dire qu'il y a du déplacement. Et là, je rejoins ce que dit, nous avons eu cette idée il y a longtemps avec Marc Lévy, que finalement, la jouissance qui se rattache au symptôme, il s'agit de la mettre comme aux échecs patte. C'est-à-dire que le roi ne peut pas bouger. Le roi ne peut pas bouger, mais en fait c'est la jouissance qui d'une certaine façon chute. Et donc je répète que l'essentiel est ailleurs. Comme si la méthode elle-même jouait sa partie, laissait en quelque sorte sa trace, éclairer la guérison et non pas la viser, car c'est toujours à l'analysant de s'autoriser à guérir, comme d'ailleurs éventuellement à devenir analyste. C'est donc ce que l'analyse transmet comme méthode qui devient un savoir pour les protagonistes, un savoir partagé. La troisième ou la quatrième direction que je vous propose dans l'idée d'une guérison, c'est cette idée de la traversée du langage, à quoi elle aboutit. Au fond, ce qui résulte d'une analyse est congruent avec la méthode que Freud a inventée. Celle-ci est donc porteuse d'un savoir qui naît de l'expérience et du fait de l'avoir éprouvé. En particulier avec ce qu'apporte la règle fondamentale à partir de la double confrontation qu'elle permet, l'inattendu, en même temps que l'insistance de la répétition des signifiants en l'autre. Tout au moins ce double fond qu'offre, comme sur un plateau, la technique analytique, doit constituer la raison d'un éveil, je le dis, à nul autre pareil. Et lorsque on écoute ce que dit Freud, par exemple, il dit la chose suivante: quand je m'installe à mon travail, je me demande toujours ce qui va arriver, et c'est cela qui me pousse irrésistiblement à travailler. Bon, je ne sais pas si c'était vrai, mais enfin, Freud montrait quand même un goût pour la contingence, un événement psychique, et les idées incidentes, tout ce qui peut surgir, au fond, le plus anodin comme le plus sensible. Et moi, je pense que ce travail qui consiste, par la règle fondamentale, à être en quelque sorte confronté, reconfronté, re-reconfronté pendant parfois des années, eh bien, c'est une lente érosion parce qu'on est confronté à cet inattendu de l'idée incidente. Et que cette lente érosion, liée donc à la méthode elle-même, a des effets inouïs. Aucune autre méthode peut produire ça. Donc l'analyse, là, elle produit une guérison, en tout cas elle produit quelque chose que l'on peut considérer comme une guérison, parce que la relation à l'inattendu, à la contingence, devient beaucoup moins défensive. Elle laisse place à une vacuité qui se suffit à elle-même, débarrassée de la tendance à vouloir y parer, à combler. Et telle est une des phases du vide que j'évoquais en introduction. La relation plus pacifique avec l'inattendu supporte aussi l'énigme, ce qui veut dire moins de parade,
Et c'est aussi, non pas l'échec du savoir, mais le savoir en échec. En somme, la réponse à l'inattendu n'est plus exclusivement phallique, et le féminin gagne aussi par cette porte. Alors évidemment, les psychoses qui ne s'accommodent d'aucune vacuité, et qui, est-il besoin de le rappeler, supportent très mal la règle fondamentale. On ne dit pas à un patient psychotique de prendre le divan et de commencer à parler. Non, on ne le fait pas. Et on ne le fait pas parce que ce serait dramatique. Parce que dans la psychose, il y a une nécessité de maintenir une saturation de l'espace. Et pourquoi y a-t-il une nécessité d'une saturation de l'espace? Parce que autant l'imaginaire que le symbolique sont fragiles. Et notez que la symbolisation de toute chose, c'est de réunir des parties séparées, c'est la définition même de la symbolisation, donc en réunissant des parties séparées, de créer un vide. Et donc si on symbolisait, on supporterait le vide dont c'est la conséquence. Donc c'est pas possible de symboliser. En somme, la disponibilité à ce qui vient, sans suspicion préalable, sans connoter ou orienter le signe de l'événement d'un surcroît de sens, pourrait être un des acquis de l'analyse, tout au moins dans une cure de névrosée. Elle est en grande partie liée à l'association libre. L'analyse fonctionne à l'envers de la projection, rapatrie la causalité, fait taire la plainte en lui ôtant peu à peu tout argument de jouissance. Tiens, voilà un bon critère de guérison, on ne se plaint pas. On peut faire la révolution, mais on ne se plaint pas. Voilà. Parce que alors s'il faut se plaindre aussi. C'est une jouissance, la plainte. Donc, agir, oui. Et bon, on en connaît des plaintifs. Hein. Je veux dire, on est sans doute passé par là aussi, mais je veux dire, c'est voilà ce que fait l'analyse à tous les coups. Hein. Ça fait chuter la question de la plainte, non pas en tant que plainte, en tant que jouissance de la plainte. En bref, elle déconstruit tout persécuteur, et en définitive, il s'agit bien d'un mouvement d'essentialisation qui libère la libido pour de nouveaux investissements. C'est, pensons-nous, de cette façon que le décidable s'accroît, et il ne s'obtient ni par le conseil, ni par la pédagogie, encore moins par la persuasion, et certainement pas par l'influence. Seule l'expérience de la règle fondamentale enseigne. Deuxièmement, un autre point lié à la règle fondamentale et à l'association libre mérite d'être souligné. Ce deuxième point, à côté de ce que nous venons de développer sur la contingence, est lui aussi lié à la vacuité que l'on a en quelque sorte créée, on l'a produit. Alors, il ne s'agit plus cette fois d'accueillir la contingence, mais d'introjecter ce vide qui a été créé. Freud a constamment eu le souci d'un espace d'élaboration. Il veut respecter l'espace entre les mots autant que les mots, et fait ainsi valoir une vacuité, un vide, dont on peut dire qu'il est autant limite au discours qu'espace créatif. Ce réel, il ne s'agit pas seulement de le démasquer, selon la formule de Serge Leclerc. Il me semble qu'un des enjeux de l'analyse est de parvenir à son introjection, ce qui, au demeurant, ne le résume pas. Mais c'est une partie de la guérison analytique que d'introjecter ce vide et d'avoir, avec cet espace ainsi créé, une autre façon de penser, je pense. Je crois même que ça produit, justement, lever l'interdit de penser, c'est introjecter un vide. La relance du créatif est dans le fil de cette expérience. Et d'ailleurs, voilà ce que dit Freud, il faut prendre sur soi de ne pas disputer à l'inconscient sa position dirigeante dans l'instauration de la cohérence. Autrement dit, il est préférable de ne pas faire intrusion avec ses interprétations, ses interventions multiples, alors que le patient est en train d'élaborer, sous peine de susciter une frayeur qui sera définitive. Là, c'est gâché. Voilà. Donc, si vous me ramenez du moi, parce qu'on verra ça aussi dans le séminaire, certains viennent au séminaire, dans le narcissisme, que on verra la prochaine fois, il y a du narcissisme chez les analystes, hein, bien sûr, même parfois trop, c'est qu'ils ramènent leur moi dans l'affaire. Enfin,
rester là où vous êtes. Parce que vous risquez de créer une frayeur qui sera définitive. Cela signifie que la vie psychique est associative et que l'associativité contient le réel. Elle le contient. Cela signifie aussi que l'analyse donc ouvre la langue, la déplie, gagne d'une idée à l'autre en étendue, permet des extensions inédites, apporte à l'analysant une forme de réjouissance qui n'est pas sans effet sur ses propres trouvailles. Ainsi peut-on espérer qu'il se réapproprie un savoir, et l'analyste doit être absolument attentif à cette infusion qui inverse les coordonnées du savoir par le génie de la langue, par l'équivoque, par l'extension poétique ou banalement par le lapsus. Ceci distingue l'analyse de toute autre méthode, où à l'inverse le savoir vient de l'extérieur, expérience inouïe de retournement, à condition, je le répète, que l'analyste la conduise avec tact. C'est l'idée de Freud. Fasse discrètement entendre cette traversée du langage pour qu'advienne cette introjection de la méthode elle-même. Enfin, dernier point sur ces directions, ces différentes directions de la guérison, c'est l'amour des commencements. Dans le petit discours que Lacan fait au psychiatre, le mot précarité revient, relisez ce texte, assez fréquemment. Ce terme qui insiste est lié chez Lacan à cette époque, à la question du sujet dont on sait qu'il se délègue d'un signifiant à l'autre dans les signifiants qui le représentent. La précarité veut signifier cet instant fugace, éventuellement ponctué par l'analyste, qui ouvre à l'entendement. Et il est à espérer que l'analysant puisse se réapproprier ce savoir précaire du côté de la révélation. Ce sont les termes de Lacan. De l'étonnement. Car c'est ce qui conduit l'analyse à se poursuivre. C'est-à-dire que plus il y a une précarité quand vous attrapez en quelque sorte, tout en parlant quelque chose qui fait écho en vous, cette précarité pousse à continuer. Donc, tantôt c'est le signifiant qui prend le dessus et pousse à l'éveil, tantôt c'est le réel qui surgit et suggère l'arrêt. Vous voyez là, cette balance entre la précarité qui pousse à l'éveil et le réel qui soudain viendrait vous arrêter, cet équilibre en quelque sorte, ou cette traversée des deux états, bon, c'est aussi quelque chose de très particulier au fait de la règle fondamentale. Quant à la question de la fin, elle peut se penser grâce à l'infinitude. Parce que c'est paradoxalement à partir de ce qui s'énonce d'une certaine façon, de façon répétée, comme traduisant une résistance indépassable, que là, précisément, il y aurait du symptôme à trouver. Et que ce soit la crainte d'une féminisation chez l'homme ou la manifestation du pénis net chez la femme. Pour moi, c'est interminable, si vous voulez, ces points de résistance qui en quelque sorte se perpétuent comme dans des miroirs qui se reflètent les uns les autres. Bon. Mais ça, c'est l'enjeu du symptôme. C'est l'enjeu du symptôme. Alors, une autre réflexion de Freud va prolonger cette réflexion sur la précarité, et je m'en tiendrai là pour ces 4 directions, c'est que, voilà ce que dit Marie Bonaparte. Elle rapporte ce que lui disait Freud au cours d'une séance de travail. Un jour, me dit-il, tout meurt, la pensée humaine comme l'homme, la pensée survit 20 ou 30 ans et puis meurt à son tour. Ah, Marie Bonaparte, très étonnée, je répliquais que, dit Marie Bonaparte, que depuis 3000 ans, Homère se lit toujours. Donc Homère devrait disparaître. Et puis notre culture, l'humanité et la terre. Ah, mais Freud répondit imperturbable. Quelle raison quelque chose qui émane de l'homme devrait-il durer alors que l'univers entier périt? Interloqué par cette réponse, Marie Bonaparte remarque « Ce que vous dites est beau, mais triste ». Et Freud de rétorquer « Mais pourquoi triste? C'est la vie. C'est justement son éternel recommencement qui rend la vie aussi belle. »
Et oui, parce que pour Freud, recommencer, évidemment, par rapport à répéter, c'est ça qu'il faut obtenir. Et parce qu'il faut arracher la libido aux objets du passé. Et oui, si la libido restait attachée aux objets du passé, on ne serait jamais libre. La disparition des objets est nécessaire afin que la libido libérée en investisse d'autres, en invente d'autres. L'enjeu d'une analyse serait ainsi de permettre aux patients de se détacher des objets du passé et de recommencer. L'instant de la création se cueille au lieu de la perte désinvestie. Lacan énonçait à Lyon en 67, une phrase toute simple: la psychanalyse, c'est une chance de repartir. Et là encore, la méthode jouxte la visée, recommencer à chaque séance, à chaque énonciation. Et il y a dans l'analyse une éthique du commencement dont le véritable enjeu est de rompre la pensée du destin, ou du moins de s'en saisir, d'en apprécier l'insistance, pour aller au contraire du côté de l'éveil. Car cette pensée du destin, c'est celle que la pulsion de mort affectionne particulièrement. Mais ne sommes-nous pas là encore dans la congruence avec une conception de l'analyse qui en même temps trouverait ses limites? Disons autrement, il y a entre cette déprise des signifiants en l'autre, ces mutations de la jouissance, l'accueil de l'inattendu et l'introjection d'un vide, et enfin l'amour des commencements, une synergie que la technique analytique sous transfert porte en elle. Mais toutefois, ces acquis peuvent être portés sous le chapeau du transfert, c'est certain, d'un inconscient qui se révèle, dialectisé avec le conscient, avec la passerelle du sens. Mais tout autre est l'approche de la jouissance résiduelle et d'un réel qui ne se laisse pas appréhender dans l'ordre des discours et qui suppose d'élaborer un symptôme. Si vous voulez, moi, je m'arrête là pour l'instant et je reprendrai, on va débattre un peu, et je vous dirai comment, à partir des psychoses, on peut les penser les choses tout à fait différemment.